Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Suite à la réforme foncière, de 9%, les terres coutumières sont passées à 17% en grande terre. C'est l'un des éléments évoqués lors du séminaire sur la situation du foncier au pays, un sujet sur lequel s'est penché les coutumiers, GDPL, services juridiques ou encore services de la DRAF. Détail dans ce journal. Parler de sujets qui en valent la peine en quelques minutes, c'est possible. Les orateurs ou speakers du programme TEDx le savent. C'est un exercice pas facile, mais à portée de main. Nous le verrons dans quelques instants. Et pour en parler, Caroline Hidou, ancienne speaker et membre du comité organisateur TEDx. Et enfin, dernier volet du feuilleton consacré à l'association Index Nord. Après avoir échangé avec les étudiants de grandes écoles, les lycéens vont rencontrer des professionnels de différents domaines. Des discussions qui pourraient guider le choix des jeunes. Mais avant de développer ces titres, l'incendiaire de la bâche du 14 juillet, suspendu sur les bâtiments de la province sud, a été interpellé. Les faits se sont passés week-end dernier, un incident qui a provoqué de fortes réactions de la part des responsables politiques de la Maison Bleue. Nous n'avons pas plus d'informations ce soir. Le futur centre de détention de Koné présenté et expliqué grâce à une dizaine de panneaux dans une exposition, un étalage organisé par l'administration pénitentiaire du pays. L'exposition a été inaugurée aujourd'hui et elle est visible à la mairie de Koné jusqu'au 24 juillet. Inauguration faite en présence du haut-commissaire de la République, des représentants de la province Nord et de la mairie de Koné. Une réunion publique aura lieu jeudi prochain pour répondre aux interrogations de la population concernant ce centre de détention dont le coût s'élève à 6 milliards. Et pour en parler, pour aller plus loin ce soir, Océane Zobler, bonsoir. Bonsoir Elise. Alors quand est-ce que donc la présence sera livrée en province Nord ? Alors, sachez que le gros œuvre a déjà commencé. Sinon, la livraison des bâtiments est prévue pour fin 2021 avec une mise en service en début 2022. Alors, pour aller plus loin, Océane, combien de places donc dispose ce centre ? Alors, ce centre, cet établissement dispose de 120 places. Il est organisé en 3 espaces de 40 places chacune, avec un espace d'accueil, un espace pour les détenus, un espace, enfin, de préparation à la sortie et pour les aménagements de peine. Alors, quel profil auront les pensionnaires de ce centre ? Alors, ce centre, Élise, sera réservé aux condamnés majeurs et habitants de la province Nord, purgeant des peines de plus de 2 ans. Ces hommes ont été sélectionnés selon leurs attitudes et comportements afin de pouvoir être réinsérés dans la société et ainsi prévenir la récidive. Alors, est-ce qu'il y aura des créations de postes pour ceux qui vont justement travailler dans ce centre pénitentiaire ? Oui, bien sûr. Près de 100 emplois seront créés, dont 74 en tant que surveillants pénitentiaires, qui, eux, seront recrutés sur concours. Donc, il y aura des activités pour les détenus ? Oui, également. Tout a été pensé sur ce terrain de 6 hectares. Par la province Nord, il y aura un espace destiné au sport, à l'élevage, à la culture et aussi une cour de promenade. Il intégrera des farets et aussi une case qui se trouvera également à l'intérieur pour accueillir les espaces de parloir. Merci Océane d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci Elise. Et la prison du Nord, un projet auquel a participé Daniel Poigoun. Il était conseiller technique relations avec le terrain et les coutumiers à la province Nord. Le haut-commissaire lui a d'ailleurs rendu hommage ce matin. L'ancien maire de Tout est décédé à l'âge de 63 ans aujourd'hui au Médipôle de Koutios suite à une longue maladie. Il était militant et membre fondateur du Parti de Libération Kanak. Daniel Poigoun avait contribué à plusieurs inaugurations, celle de l'hôpital, de la Chambre des métiers et aussi du centre d'affaires de Païamboué, où il s'est d'ailleurs adressé aux coutumiers du GDPL de Bako en juillet 2015. Je vous propose qu'on l'écoute. On clôture aujourd'hui. Demain puis après-demain, le travail qui va se faire dedans, ça se passe bien ou ça se passe mal, mais on est sous votre garantie, vous les coutumiers d'ici. On veut surtout que ça se passe bien, que ce bâtiment reste. Parce que c'est le résultat d'une volonté politique à un moment donné de l'histoire. Voilà, Daniel Poigoun qui est décédé aujourd'hui au Médipôle de Koutios. Condoléances à toute la famille
de Daniel Poigoun. Dans un tout autre registre, à Lifou, aura lieu sur 2 jours les rencontres économiques, des rencontres pour contribuer au développement économique tout en respectant les terres coutumières, valoriser les produits du terroir ilien pour réfléchir ensemble à ces enjeux. Une trentaine d'entrepreneurs de la Grande Terre et des îles se retrouvent donc aujourd'hui et ce jusqu'à samedi. La cérémonie d'ouverture des rencontres économiques a eu lieu donc aujourd'hui au Faré de la province des îles. On écoute Carole Vassilev, président d'honneur de la FINC, invité d'honneur de l'événement au micro de Faustine Lefranc. La province des îles recèle des trésors économiques, c'est-à-dire des pans de l'économie qu'on peut développer. Par exemple, le copra, la vanille, on a aussi l'avocat qu'on peut éventuellement transformer. Il y a beaucoup de produits qui sont basés sur le terroir ilien. Là, on va aller au fond des choses et mettre en plan, pas quinquennal, mais au moins un plan sur 1 an, pour pouvoir trouver des pistes de réflexion et initier justement une démarche avec un objectif précis, c'est que les jeunes îliens soient leurs propres acteurs économiques et soient les propres entrepreneurs de leurs affaires. Voilà, donc à la fin de ces rencontres, des conventions devraient être signées entre les participants pour s'entendre sur la question de l'entrepreneuriat en terre kanak. À Nouméa, cette fois-ci, ce matin, le Sénat coutumier a lancé son séminaire sur la situation foncière en Nouvelle-Calédonie. Durant 2 jours, coutumiers, GDPL, services juridiques ou encore services de la DRAF se succéderont. Objectif de rédiger une synthèse des recommandations. L'occasion pour nous de faire le bilan sur la question foncière au pays. Audrey Pouedy. Avant la prise de possession en 1853, la Nouvelle-Calédonie est occupée par des clans. Mais la colonisation bouscule cette organisation et instaure des réserves autochtones. Malgré les nombreuses revendications, ce n'est qu'en 1978 que débute réellement la réforme foncière sur la Grande Terre. 3 catégories voient ainsi le jour, à savoir les terres privées, les terres des collectivités et enfin les terres coutumières. En 42 ans, on est passé de 9% de terres coutumières à environ 17% aujourd'hui en Grande Terre. Les terres privées, quant à elles, ont diminué de 6%. Voilà, la réforme a pris son essor sur ces 40 ans de réforme foncière. On a trouvé un certain équilibre, on va dire. Il y a certainement une évolution. Il y a encore du travail à faire. Parce qu'effectivement, la feuille de route, c'est de satisfaire les revendications. Et en particulier, prioritairement, je veux dire, c'est les clans qui n'ont pas été attributaires de foncier, liés à la réforme bien sûr, et qui pourraient être légitimes dans cette attribution-là. Les collectivités restent majoritaires en regroupant 56 à 59% des terres calédoniennes. Les îles Loyauté, étant des zones essentiellement coutumières, ne sont pas concernées. Passons cette fois-ci à l'œil de la rédaction. Plus que quelques jours avant la conférence, les orateurs du TEDx travaillent les derniers détails de leur allocution, dont les moindres détails. Pour leur venir en aide, un coach leur dispense ses conseils. On a assisté à l'une de leurs répétitions, mais pour conserver le suspense, d'ici samedi, vous ne verrez pas l'identité de l'orateur sur scène, Océane Dacunha. T'as fait ce geste-là, là, en plus, là, et c'est bien, je trouve. Dernière répétition pour les orateurs du TEDx après plusieurs mois de travail. Ils n'auront que quelques minutes pour convaincre le public, alors le coach ne laisse rien au hasard. On regarde tout dans le moindre détail, que ce soit la démarche quand la personne elle arrive, quand elle se pose. On fait attention à la respiration, on fait attention à l'articulation, on fait attention au regard, s'il y a des tics de langage, s'il y a même des tics gestuels, etc. On essaie de corriger tout ça pour ne pas que le spectateur se focalise sur un truc qui ne lui plairait pas et il oublierait d'écouter la conférence. Tu piétines encore un peu beaucoup, et là, c'était surtout sur la conclusion où tu t'es mis à reculer. Et ça, c'est vraiment pas cool parce que ça veut dire « Ouh là là, je me sens mal, j'ai envie de partir. » Dans les premières séances, on fait beaucoup de réécriture du texte, on travaille vraiment le fond.
Puis une fois que tout ça s'est calé, on commence à faire de la mise en scène, parce que c'est des conférences qui sont très accessibles, donc voilà, il faut que ça soit sympa, il faut qu'il y ait un peu d'humour. Ouais, c'est super bonne ambiance, bah oui, puis surtout que maintenant là, c'est la fin du coaching. Et tout est prêt, quasiment ? Ouais, on est dans les derniers préparatifs, il reste encore des petites choses à caler, mais grosso modo, tout est ok, on est prêt pour samedi. Le rendez-vous est pris ce samedi au Centre culturel Tjibaou. Et pour en parler ce soir depuis nos bureaux de Nouméa, Caroline Hidou, bonsoir. Bonsoir. Alors nous avons la chance de vous avoir puisque vous avez été une ancienne justement speaker, mais vous faites également partie aujourd'hui du comité organisateur. Alors finalement pour vous, c'est quoi parler d'un sujet qui en vaut la peine ? Ah, c'est plus qu'un sujet. En fait, les speakers viennent partager une idée qui en vaut la peine. Et je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas plus à rougir de nos idées qu'ailleurs dans le reste du monde. Donc c'est un petit peu ça, c'est de venir à la fois parler de son parcours de vie et de quelque chose qu'on a envie de partager, qu'on soit expert ou qu'on ait décidé de devenir expert de la question. Alors, parlez-nous justement de votre expérience. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans cet exercice ? Apprendre par cœur et ne pas vous le faire sentir. C'est des mois de préparation. On a d'abord eu des auditions qui ont eu lieu en décembre. Donc c'était un petit peu le même principe pour moi il y a 2 ans. Et ensuite, pendant plusieurs mois, on est donc coaché. On travaille beaucoup sur le texte. On apprend à parler en public et puis à répondre à des interrogations qui soient à la fois simples et accessibles à tous, et en même temps avec une certaine hauteur ou une certaine vue d'esprit. L'idée, c'est vraiment d'élargir, d'avoir une ouverture d'esprit sur des sujets qui sont souvent de société. Alors, votre vidéo a d'ailleurs été vue plus de 890 000 fois. C'est énorme pour un pays comme le nôtre. Alors, quel conseil donnez-vous justement aux orateurs qui seront sur scène samedi ? Ils sont en train de nous regarder. Là, je pense qu'ils sont au centre Tjibaou. Le meilleur conseil, c'est de prendre plaisir. À 48 heures de leur présentation, le texte est déjà en eux. Et maintenant, il faut avoir confiance en ses idées. C'est parfois ce qui est un petit peu déroutant. Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des experts. Aucun d'entre nous n'étions experts de la question. Je ne pense pas qu'on le soit ensuite. Par contre, on est passionné par l'idée qu'on a envie de faire partager avec les Calédoniens qui seront là samedi. Alors, vous faites partie du comité organisateur maintenant. Alors, quels sont les critères, justement, du jury pour être le meilleur ? Je ne crois pas qu'on soit... Il n'y a pas de meilleur, en fait. Au moment de l'audition, on est plus attentif à l'idée que vous pourriez venir apporter, et également à évidemment votre présence et puis votre élocution face au public. On a plusieurs publics. Je pense qu'il faut pas avoir peur de venir. Il faut pas avoir peur de venir aux auditions. On vous oblige pas à préparer quelque chose, mais si vous avez une belle idée à partager, vous avez déjà fait 50% du chemin. L'événement va se renouveler l'année prochaine ? J'espère. On a beaucoup de partenaires qui nous suivent chaque année. L'année dernière, il n'y a pas eu de session, mais cette année, on a doublé le nombre d'orateurs par rapport aux 3 années précédentes. Voilà, rendez-vous ce samedi au Centre culturel Tjibaou. À bientôt. Merci Caroline d'avoir répondu à nos questions. Et enfin, dernier volet du feuilleton de la semaine consacré à l'association Index Nord. Après avoir échangé avec les étudiants de grandes écoles, les lycéens vont rencontrer des professionnels de différents domaines, des discussions qui pourraient guider le choix des jeunes. Donc je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Aurélie Chiron-Niaoutine. Yves, l'encadrant d'Index Nord, a organisé une rencontre avec ses élèves. Il a invité plusieurs personnes travaillant dans différents secteurs à venir parler de leur métier. L'occasion pour les lycéens de réfléchir à leur orientation. Quand tu es reparti, tu as repris tes études, en fait, c'était ton expérience au Canada qui t'a permis de repartir aux études plus facilement ? Infirmières, psychologues ou encore ingénieurs, les invités ont partagé sur leur parcours scolaire. Ce soir-là, ils sont venus échanger, mais surtout rassurer les jeunes. Certains ne se visualisent pas encore dans un futur professionnel. L'occasion ici, peut-être, de trouver sa voie. Léane est en terminale S. Elle souhaite poursuivre avec un BTS en informatique.
On a vu le parcours de personnes du territoire, donc ça nous encourage vraiment à continuer nos études, que ce soit ici ou même à l'étranger. On a remarqué aussi que même avec nos branches, tout ne s'arrête pas dans la même filière, on peut s'orienter vers d'autres choses et tout, c'est bien. Moi, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est qu'il n'y a pas de parcours type. Il n'y a pas une voie toute tracée pour arriver à un métier. Parce que... Partager son expérience et motiver la jeunesse, c'est naturellement que Jean-François Quignou, ancien élève du lycée Antoine Kella, est venu ce soir. On n'a pas la prétention de dire que parce qu'on est venu parler, les jeunes vont devenir, je sais pas, médecins ou bibliothécaires ou astronautes. Mais c'est surtout aussi de dire, on vient apporter notre petite pierre. Là, le petit morceau de paille là, qu'on met sur la case, c'est notre pays qu'on est en train de construire. Donc c'est important de venir le faire. Jennifer, vous avez toujours voulu faire psychologue? Non, au début, je voulais être enseignante, moi. Les invités ont pu répondre aux différentes interrogations du public. Un auditoire attentif et intéressé par les différents profils. Je sais à quel point la motivation, c'est le cœur de ce qui va les porter le plus loin possible. Et donc, ce qui pouvait les inspirer, c'était des exemples. Et c'est ce que j'ai emmené ce soir. C'est des exemples. Un moment qui aura permis d'éclairer les élèves sur leur poursuite d'études ainsi que sur la diversité des métiers. Après 7 années d'existence, Index Nord a accompagné plus d'une centaine de jeunes. DUT en chimie, concours de l'aviation civile ou encore école d'architecture de Nancy, beaucoup ont accédé à des études supérieures. Voilà, Yves de Meckenem, que vous avez pu suivre toute cette semaine, l'encadrant. Vous le retrouverez juste après ce journal dans l'émission Bienvenue dans la bande avec Océane Zobler. Promouvoir nos cultures et la cuisine indonésienne, c'est l'objectif de la rencontre qui a eu lieu aujourd'hui à Kumak entre la délégation du consulat d'Indonésie et les habitants des tribus de Kumak. Un mélange de saveurs et de savoir-faire que notre journaliste de l'extrême nord a suivi, Natacha Ogui. Chips de manioc, frites d'allumettes à la pomme de terre ou encore soupe aux feuilles de manioc, le tubercule est à l'honneur aujourd'hui à la tribu de Galagawi. C'est autour de l'art culinaire que la délégation du consulat d'Indonésie de Nouméa et les habitants des tribus de Kumak se sont rencontrés. Harold, l'un des seuls hommes à participer à l'atelier, est surpris par l'une des recettes. C'est un dessert, ça s'appelle kolak. On va faire à base de banane pengo et puis du patate, lait de coco. On a fait une grosse marmite de poingo. Ils ont ajouté tous les ingrédients avec du sucre, tout ça. Et puis ça, c'est une découverte pour nous. Nous, on a pensé que c'est pour manger, mais en fait, c'est le dessert. Voilà. Ellie s'inspire des habitudes culinaires de ses hôtes pour choisir ses recettes. Surtout c'est pour le produit local, c'est pas trop compliqué de chercher d'autres produits, tu vois. C'est plus facile aussi à faire, voilà. J'aime bien partager, tu vois. J'aime bien rencontrer des gens. C'est la première fois que je suis rentrée dans le tourisme. Je suis contente, c'est bien accueilli, voilà. Ils sont si gentils. Pour la Fédération des femmes de Kumak qui porte ce projet, les échanges entre communautés ne peuvent qu'être bénéfiques. C'est très important pour nous parce que, comme vous savez, ici sur Kumak, on a beaucoup de communautés. C'est une façon pour nous de partager aussi. C'est ça le but, c'est de commencer à apprendre à vivre le destin commun. La trentaine de participants repartent enrichis de cette journée d'échange. Prochain rendez-vous avec la communauté indonésienne, le 17 août au consulat d'Indonésie, pour l'anniversaire de l'indépendance de leur pays. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Et donc, l'information du jour à retenir. Donc, une personne a été interpellée dans l'affaire de la bâche brûlée, donc suspendue à la province sud. Une personne de 22 ans et deux personnes de 22 ans, donc âgées de 22 ans et de 26 ans. Donc, une bombe a été utilisée, une bombe de peinture a été utilisée justement pour brûler cette bâche.
et les accusés seront déférés au parquet dès demain. Voilà l'information qu'on peut retenir ce soir. C'est la fin de cette édition. Belle soirée.